Alors, aujourd'hui, on a le cours, effectivement, qu'on avait prévu un petit peu avant les vacances, Totalement. qui était sur l'origine. Oui, effectivement, je l'attendais, celle-là, par contre. Totalement. Non, parce que c'est important. Et sur l'origine, donc, de la violence aujourd'hui. De la violence, totalement. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire racontée par les historiens occidentaux, c'est une immense fable. Et elle apparaît, cette fable, de plus en plus au grand jour, tout simplement parce qu'on a maintenant pu séquencer le génome. Donc on a accès, je dirais, par les fouilles archéologiques à l'ADN, donc des vestiges humains que nous avions, des crânes, des ossements. On a aussi les fouilles archéologiques. Et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps, alors que c'est faux. On voit notamment au niveau de l'Égypte toutes les bêtises qu'on a pu raconter, par exemple les conflits entre Nubiens et Égyptiens, alors qu'on sait très bien qu'en Nubie, dans les mêmes tombes, vous avez des sépultures d'Égyptiens, des sépultures de Nubiens, et qu'on a trouvé même dans la même tombe l'armée nubienne, l'armée égyptienne. C'est-à-dire que on bâtit des choses, et puis il y a la maths. L'idée de la sagesse, harmonie, bonté, une maths ne peut pas émerger dans une civilisation violente. La preuve, c'est que nulle autre civilisation n'a repris l'idée de l'idéal de la maths, qui était vraiment le fondement même de la civilisation égyptienne au niveau de sa spiritualité, sa philosophie. Donc il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes, mais c'est vrai que l'occidental, il raconte l'histoire entre occidentale. C'est-à-dire, on se réunit entre blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde. Et les théories sont scabreuses. Lorsqu'il y a, je dirais, confrontation avec, je dirais, l'autochtone, c'est là que l'autochtone, qui a enfin la possibilité de parler, dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Par exemple, à propos de l'arrivée des Européens dans les îles du Pacifique, les vieux racontent qu'ils ont senti l'odeur à des kilomètres, c'est-à-dire ils se sont dit mais qu'est-ce qui pue comme ça? Et c'est quand ils ont vu les bateaux arriver, puisque les navigateurs s'étaient pas lavés, les bateaux n'étaient pas lavés, vous voyez, et il y a même une femme qui a dit, et vous pensez qu'avec une telle puanteur, les femmes de nos contrées auraient couru à aller mettre des couronnes de fleurs à des gens qui se sont pas lavés depuis des mois, et qui puent à des kilomètres, et boum, comme par hasard, ça a coupé. Bon, mais toujours est-il que ça remet un peu de réalité et de réalisme dans les récits un petit peu fantasmagoriques qui sont racontés. On cache beaucoup aussi les effets de la quête de l'armement suprême, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits pour la bombe atomique et autres un peu partout, même au pôle Nord. Et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il y a eu des choses quand même relativement graves, où des gens ont débarqué du jour au lendemain et ont commencé à agresser la biodiversité des habitants dans le territoire, et je dirais sans se soucier de l'après. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont cachées, mais il y a eu véritablement un début. Et c'est surtout sur ce début-là que je souhaite vraiment insister. Alors c'est pour ça que je rappelle que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Pélagia. Pélagia, c'est l'histoire africaine de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le continent européen, à l'époque où il était peuplé de Noirs, s'appelait Pélagia. Et Europe est la fille d'un roi africain, Agénor, et c'est Cadmos, son frère, qui a porté l'écriture, non pas aux Européens qui étaient là, mais aux Noirs qui vivaient là. Et les Noirs étaient là un peu partout, y compris en Italie, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle du latin, on parle du kikungu et du chiluba. Des démonstrations ont été faites, y compris par des linguistes européens, donc qui se sont bien penchés sur ce lien entre les langues très anciennes européennes et les langues africaine. Donc le latin, c'est de l'africain. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Si on prend la grande vaste région de Roumanie où on a trouvé les ossements les plus anciens, donc des habitants de l'Europe qui remontent à 40 000 ans, il y a une reconstitution qui a été faite, même si on dit que oui, on a aussi trouvé des crânes qui sont des métis entre Homo sapiens et Néandertal.
Bon, mais il n'y a pas qu'un crâne, il y en a beaucoup. Et il y a eu des squelettes entiers. Et à partir de là, on a pu faire des reconstitutions. C'est pour ça que c'est important de voir le premier document, parce que j'en ai amené pas mal, mais de voir le premier document que j'ai amené, qui permet de voir comment, lorsqu'on reconstitue le faciès de ce premier Européen, à quoi on aboutit. On y va. Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les os. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Alors moi je confirme, si sa famille le voit, il le reconnaît. En tout cas au niveau du nez, aucun problème. Ça nous parle. Non, là il y a aucun problème. Donc la chose qui se passe, et je suis content de montrer quand même aussi ce document-là, c'est parce que on voit bien que le crâne sur lequel M. Nive a travaillé, c'est un crâne de sapiens, pas de Néandertal. Parce qu'il n'aurait pas obtenu le même résultat au niveau du faciès. Et c'est quand même un spécialiste qui travaille quand même avec des unités de criminologie au niveau de la police. Donc, ça montre que, en fait, avec ce crâne trouvé dans la région, c'est pas un crâne roumain, puisque la Roumanie n'existait pas à l'époque, hein, donc c'est un crâne africain d'un homme qui se déplace et qui va rentrer en Europe. Vous voyez, donc il va rentrer en Europe, c'est-à-dire c'est cette fameuse première grande migration de peuplement qui va apporter la connaissance en Europe. Parce que la migration caucasienne, c'est-à-dire blanche, n'a pas apporté de connaissance. Et vous allez entendre de la destruction. C'est-à-dire que vous allez entendre des spécialistes en parler. Je dirais la chose, elle est quand même sue. Je veux bien qu'il y ait une espèce d'orgueil et le désir toujours de falsifier les faits. Mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux parce qu'il faut reconstituer la vraie histoire de l'humanité et pas Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, donc il s'est avéré qu'il y a eu cet homme de Cheddar pour lequel on avait fait une reconstitution, comme d'habitude, et on a trouvé au niveau du résultat une espèce d'Européen. Sauf qu'avec l'ADN séquencé, quand on a pris des séquences d'ADN, on a bien vu qu'on avait affaire à un noir. Et là, tollé, problème de racisme, et les chercheurs qui sont obligés de défendre leur travail scientifique. C'est intéressant de voir ça, si on peut regarder le deuxième document, parce que ça apporte de l'eau à mon moulin. C'est maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique, dans ce reportage avec Anto Filippi et Blanche Vatone. Une peau noire et des yeux bleus perçants.
Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une 20aine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici, à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Avec cette dame qui nous dit, ça se voit que c'est un immigrant, c'est pas quelqu'un. Totalement. Alors, en fait, ici, il faut être vraiment très précis. Parce que là, on est dans un univers où il y a eu tellement de choses dites de fausses qu'il faut rétablir un minimum de vérité. Tout à l'heure, le crâne reconstitué est un crâne du Paléolithique, c'est-à-dire qu'on est avant la période de 10 000 ans, donc d'autant plus qu'il datait de 40 000 ans. Là, on est dans le Mésolithique, c'est-à-dire que c'est un crâne de 10 000 ans, donc ça veut dire que cet homme africain qui est rentré s'est installé depuis plusieurs milliers d'années, donc en Angleterre. Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, l'étude dit qu'il avait les yeux bleus. Mais ce qui est très étrange et très intéressant, c'est que les Européens n'avaient pas les yeux bleus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, eh ben, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc, l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitants africains qui sont ceux qu'ils ont trouvés sur place quand ils sont arrivés. Mais professeur, bon, justement, il semblerait que, à l'époque, enfin au commencement, que les Noirs avaient tous les attributs aussi des Européens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les îles Salomon. Les îles Salomon, vous avez des Noirs qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont le faciès, vraiment la physiologie, donc leucoderme, mais ils sont noirs. Ils ont les cheveux blancs, enfin on voit bien les yeux bleus, enfin quand on voit les hommes du Pacifique, parce que eux, ça fait partie de ces hommes qui avaient commencé à migrer vers le nord de la Russie, et en raison de la glaciation, ils sont revenus en arrière. Mais comme ils sont restés tellement longtemps dans cette migration vers le nord, qui a permis d'avoir les Indiens d'Amérique, faut pas l'oublier, parce que ceux qui ont fait demi-tour, ça a donné les Européens. Ceux qui ont continué, ça a donné les Amérindiens. Et les Amérindiens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé les Noirs qui étaient déjà là, de leur propre aveu. Bon, on va pas discuter de midi à 14 heures. Les Amérindiens même ont dit que les Noirs qui vivaient là s'appelaient les Hippokus. Les Hippokus. Les Hippokus, voilà. Donc, je dirais, la chose, on la tient du souverain amérindien. D'accord ? Parce que j'ai été en Guyane, dans les bois, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, les Saramacca et autres, et l'information, elle est très claire. Bon. Parce que, à l'époque, les Noirs qui venaient d'Afrique pour les conditions esclavagistes, donc avaient décidé de s'enfuir dans la forêt, et quand ils sont arrivés dans la forêt, bon, disons qu'il y a eu quelques petites frictions entre Amérindiens et Africains. Et il a fallu que les Africains leur expliquent qu'ils n'allaient pas faire demi-tour, et qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre dans la forêt. Et c'est en demandant aux Amérindiens, est-ce que c'est eux les maîtres de la forêt? Est-ce qu'ils sont les premiers arrivants? Ils ont dit non, parce que leurs ancêtres leur ont dit que quand ils sont arrivés, il y avait déjà des Noirs qui vivaient là, et ils savent exactement où se trouve le territoire de ces Noirs-là. D'accord. Et c'est de là qu'ils ont dit que ces Noirs-là s'appelaient les Hippokus. D'accord. D'accord. Bon, donc ça, il faut le souligner, parce qu'on constate que dans la langue, vous savez, en égyptien ancien, le féminin, c'est le marqueur, c'est le T, et dans cette langue amérindienne, méso-amérindienne, le féminin, le marqueur, c'est aussi un T. Donc il y a quelque chose quand même qu'il faut commencer un petit peu à creuser. Bon. Mais
La chose, c'est que vous avez vu, on a trouvé un crâne vide, bon, on lui a rajouté des cheveux, bon, on cherche à tout simplement passer un peu de pommade pour ne pas effrayer les gens, hein, parce que on se doute bien que les cheveux n'étaient pas tout à fait comme ça, parce que lui-même parle de cheveux crépus, mais nous montre des cheveux qui sont plutôt ondulés, enfin bref. Toujours est-il que la France est dans le même problème. C'est vrai qu'on n'a pas de séquençage ADN, ou en tout cas les choses sont cachées, mais on a quand même une œuvre qui est la Dame de Brassempouy, et qui est une œuvre qui est un marqueur parce que c'est la première femme française, et c'est une africaine. Alors, est-ce qu'on peut regarder le document de la Dame de Brassempouy? Et justement, il y a une jeune femme qui va nous présenter à la fois l'objet, mais aussi ce qui se dit de l'objet. Très bien, on y va. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouy, c'est dans les Landes. Il y a 2 sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait être peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions, mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Vous pensez qu'ils n'ont vraiment pas vu ou qu'ils feignent de pas je vais vous dire savoir? une chose, tout ça c'est du jeu de jambes. D'accord, Édouard Piette, qui a trouvé la statuette, a écrit dans son document, son rapport de fouille, pour comprendre sa chevelure, il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. Mais ce qui est c'est au-delà du réel, c'est-à-dire que même à l'époque de la Grèce antique, quand les Grecs étaient en contact avec les Noirs d'Afrique, il y a beaucoup de représentations. Je prends par exemple sur les vases athéniens, figures noires et autres, où il y a les représentations des cheveux africains tressés avec les mêmes stries. Donc ça veut dire que, quel est le problème en fait? Il faut comprendre la chose. L'Européen, quand il se penche dans le passé, il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres, il ne s'agit pas de ses ancêtres. Il s'agit des miens, de nos ancêtres en nous. Mais ce ne sont pas ses ancêtres. Et pourquoi il parle d'ancêtres? Pour légitimer sa présence en Europe. Parce qu'il est rentré, il a braqué le continent européen, toutes les civilisations. Mais vous allez voir, eux-mêmes avouent qu'ils ont braqué le continent européen. Mais la chose, c'est que, vous voyez, lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York, où on a dit, c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migrations dans l'histoire de l'humanité à l'époque de la proto-histoire, préhistoire, mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. D'accord? Et même quand ils lisent la Bible,
les événements se déroulent sur des territoires qui sont pas les territoires de leurs ancêtres. Effectivement. Ça sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. Vous voyez, donc il faut ramener la jeunesse, européenne et française qui fait de l'histoire vers un peu je dirais de décence et d'arrêter de raconter des histoires de capuche à dormir debout lorsque vous savez, parce que moi j'ai consulté les notes de fouilles de Piette. Piette a dit qu'il faut aller voir les statuettes égyptiennes pour comprendre ça. Et nous, quand on le voit, parce que moi j'ai vu la statuette à Saint-Germain-en-Laye dans le musée, mais dès que vous voyez la statuette, vous comprenez parfaitement que vous avez affaire à une femme africaine. Vous voyez, et il n'y a pas que ça, il y a la Vénus de Willendorf, enfin il y en a beaucoup, puisque dans l'Antiquité, pratiquement toutes les représentations humaines sont des représentations de femmes avec des tresses africaines. On a toutes sortes de tresses africaines. La dame de Brassempouy, c'est quand même 23 000 ans de l'ère ancienne africaine. C'est pour dire quand même comment c'est quelque chose de relativement important. Bon, la chose qui se passe maintenant, c'est qu'il faut comprendre les vagues de migration, parce que c'est là où il y a mensonge. Est-ce qu'on peut regarder le document que j'ai fait sur les vagues de migration en Europe? La recherche l'a reconnu, l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8 000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que, quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature, qui parle de l'âge du bronze, l'âge de bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Donc, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que, en fait, il y a 3 études. Moi, je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers, puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, on a de quoi faire. D'accord? Bon. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, on travestit les faits, parce que vous avez remarqué tout à l'heure, dans le documentaire, le reportage sur l'homme de Cheddar, les 2 spécialistes anglais ont dit que les Européens actuels sont issus d'une vague de migration très récente. Donc, la notion de vague de migration
qui remonterait en fait à 4000 ou à 5000 ans, c'est faux. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées, et on peut dire que c'est 2000 ans. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans, d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des leucodermes vivants, de l'aveu de Jean-François Champollion. C'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations, mais Jean-François Champollion dit « véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué ». Et il les a représentés. Donc c'est-à-dire que on a quand même des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant. Donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir, puisque l'Afrique dominait le monde à l'époque, donc il représentait tous les types humains. Donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain-là. Donc il faut quand même être un peu sérieux, parce qu'il y a quand même un faisceau de preuves. Bon. On va marquer une petite pause, d'accord. Et on poursuit le cours tout de suite après. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, avec qui on réalise un cours justement sur l'origine de la violence, professeur. Oui, totalement. Et c'est de là que va naître, je dirais, notre incompréhension de la réalité énergétique de l'univers. C'est-à-dire que l'arrivée de ces envahisseurs, qui sont fondamentalement nomades et patriarcaux, donc qui ont un dédain énorme pour la femme en général, et pour la présence féminine dans la création, c'est-à-dire la relation avec la terre, il n'en est pas question, d'où le problème de l'esclavage, enfin bref. Donc toujours est-il que ça va fausser notre mire, parce qu'on va subir la domination culturelle et la domination intellectuelle de ces envahisseurs. Donc voilà la réalité. Mais l'archéologie nous permet de revenir en fait en arrière et de comprendre une chose. Vous savez qu'avant, il y a beaucoup de marqueurs. Avant l'arrivée de ces envahisseurs en Europe, la femme était l'égale de l'homme. La femme pouvait être guide spirituel, elle pouvait être reine. Et quand on regarde les tombeaux, vous avez, même par exemple si vous prenez le cas en Égypte, les civilisations, les souverains qui ont régné donc avant Narmer ou dans la lignée de la dynastie Tinite, les tombeaux des femmes font au moins 50 fois la taille des tombeaux des hommes. C'est-à-dire que si vous prenez le tombeau de Narmer, c'est quand même le gars qui a fondé la civilisation pharaonique, qui a unifié, enfin voilà, son nom est resté célèbre dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, vous avez des femmes qui font que son tombeau apparaît comme un timbre-poste à côté de tombeaux de Mérinette et compagnie. C'est-à-dire, c'est impressionnant de voir que vous avez soit autant d'objets dans un tombeau féminin qu'un tombeau masculin, ou voire plus d'objets sacrés et précieux dans un tombeau féminin qu'il peut y avoir dans un tombeau de souverain masculin. Et donc, c'est intéressant de voir comment les chercheurs, justement, parlent de cette antériorité de l'égalité homme-femme dans la société africaine, donc originelle de l'Europe. On part pour le document numéro 4, je crois. Oui, Société pacifique. Au début du néolithique, la société passe avant l'individu. Les personnes les plus respectées sont celles en capacité de distribuer des biens. Au fil du temps, les céramiques deviennent plus raffinées. Cette coupe richement décorée provient d'une tombe mise au jour à Ludelsen, dans le nord de l'Allemagne. Les offrandes et le mobilier funéraire nous renseignent non seulement sur la société néolithique et sa conception de la mort, mais aussi sur les rapports entre les sexes. Rien ne permet de dire qu'il y a eu au néolithique une forte discrimination des femmes ou une différence de traitement importante. Dans de nombreuses sociétés néolithiques, le mobilier funéraire des femmes est aussi riche, voire davantage que celui des hommes. Donc voilà, donc
la chose que Dieu crée l'homme et qu'après, parce qu'il s'ennuie, il prend une cote pour créer une PlayStation qu'on appelle la femme, ça ne peut sortir que du cerveau de nos maths patriarcales. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui représentent même pas à l'époque 4% de la population mondiale, voyez, mais ils ont des armes. Ils sont particulièrement violents. Et les 96% qui trouvent que c'est une ineptie, eh ben, la société africaine de toute cette période avant le néolithique et compagnie et du début du néolithique n'est pas violente. Tout ce que vous voyez en Europe, les dolmens, les menhirs, ça a été construit par ces Africains. Et vous en avez beaucoup en Afrique qu'on cache. Puisque quand on parle de l'histoire des... C'est comme l'histoire des dinosaures. Il y a des dinosaures partout sauf en Afrique. Vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire, on a l'impression que le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il fume, qu'est-ce qu'il boit quand il fait les documentaires. Mais tu dis, mais attends, tu as trouvé des documentaires partout, mais en Afrique, tu n'en as pas trouvé. Le problème, c'est que quand vous prenez le dinosaure du Nil, le dinosaure européen est un nain à côté du dinosaure africain. Moi, j'ai demandé à un jeune, à un de mes étudiants en Martinique, est-ce que tu peux enquêter sur l'affaire? Quand il m'a montré le document scientifique, j'ai halluciné. Le dinosaure africain, mais je vous dis que le dinosaure européen à côté, même celui des États-Unis, c'est un nain. C'est pour dire que, en fait, c'est parce qu'il y a un dossier qu'on cache. Vous voyez, bon. Mais toujours est-il que la chose qui se passe ici, c'est que il va y avoir une coupure nette à 2000, c'est-à-dire en 2000 de l'ère ancienne. Il va y avoir cette invasion d'un peuple caucasien qu'on appelle les Yamnaya. Donc on rentrera dans les détails tout à l'heure. C'est le dernier document. Mais c'est important de comprendre, si on peut mettre le document suivant, comment, avec les fouilles archéologiques, les nouveaux historiens européens ont tout compris. Est-ce qu'on peut le regarder, le document ? Au nord de l'Écosse, on a découvert dans les îles Orcades des vestiges mégalithiques d'une grande richesse. Nick Card dirige le chantier de fouilles ouvert en 2002. Un autre site néolithique majeur a été découvert à proximité immédiate de l'océan. Il s'agit du village de Skarabré. Les hommes néolithiques n'étaient pas différents de nous. Ils avaient tout le confort qu'on peut trouver dans une maison moderne, à l'exception de l'eau et de l'électricité. Il devait faire bon vivre sur les Orcades au néolithique. Les archéologues n'y ont relevé jusqu'à présent aucune trace de guerre ni de catastrophe naturelle. Partout, le néolithique a sans doute été une ère assez paisible, marquée par la construction de monuments en bois, mais surtout en pierre. Les premières traces de guerre sont postérieures. Les rapports humains changent à l'âge du bronze. Les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent. On a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs. À la fin du néolithique, on assiste à une forte montée de la violence. Les hommes deviennent des guerriers. Il faut savoir que les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des guerriers. Ils ne trouvent pas la mort à la guerre. Il n'y a pas de guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que des agressions. Les chasseurs-cueilleurs se battent d'homme à homme, pas entre peuples. Le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze. Mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps. Balises, symboles chrétiens, de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises. Les pierres feront aussi d'excellents matériaux de construction.
De nos jours, les églises, les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres. Tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes, davantage que nous ne pouvons l'imaginer. Présente dans nos sociétés, mais bien passé sous Voilà. silence. Donc qu'est-ce qu'on comprend? La spiritualité vient de la civilisation africaine. Je parle de la spiritualité mondiale. Les peuples qui vivaient là avaient des initiations aux arts guerriers, parce qu'il fallait aller à la chasse aussi, donc chasser les animaux. Donc je dirais l'énergie de l'affrontement était canalisée par des arts guerriers qu'on a issus comme le Bayolé et compagnie, et ces arts guerriers faisaient que l'affrontement était ritualisé et il n'y avait pas de guerre. Quand on dit qu'il n'y avait pas de guerre, c'est-à-dire quand il y a une guerre, on trouve une zone où il y a beaucoup d'ossements, des têtes fracassées, des crânes fracassés, des os cassés. Il n'y a pas ça. Et vous voyez que là, on est au nord de l'Angleterre, c'est-à-dire, c'est pour vous dire qu'il a fait du chemin, l'homme africain. Vous voyez, puisqu'on parle de la partie européenne, on pourrait parler de la partie asiatique, c'est la même chose. Bon. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les lieux où il faisait déjà les rituels religieux, pour la père primordiale, parce qu'il considérait que le créateur de l'univers était androgyne, c'est-à-dire à la fois femme et à la fois homme. Donc ces lieux étaient des lieux équilibrés, féminin-masculin. C'est comme le plus et le moins. D'accord ? Et ce sont ces lieux-là qui ont été recyclés par les descendants des Caucasiens pour faire les églises, les chemins de pèlerinage, prendre la roche qui a été sacralisée par nos ancêtres pour faire une croix et pour raconter aux gens des sornettes. Parce que, je vous dis une chose, tous les lieux étaient déjà des lieux de culte. C'est pour ça qu'on parle de cryptes. Quand vous descendez dans les cryptes des cathédrales, vous allez dans n'importe quelle cathédrale, non seulement vous trouvez une Vierge noire, qui représente l'énergie et la présence de ceux qui étaient là avant, mais vous voyez bien qu'il s'agissait d'un lieu de culte depuis l'époque préhistorique, à l'époque où vivaient les Noirs. En fait, la crypte est le lieu de culte originel. La crypte est le lieu de culte originel parce que l'énergie du Créateur étant dans la création, il faut être au contact de la création pour être au contact de son énergie. Très bien. D'accord ? Et après, pour faire de cette énergie une caisse de résonance, ils construisaient des cathédrales qu'on appelle les mégalithes. Et ces mégalithes permettaient aux gens de ne pas tomber malades. Pourquoi ? Parce que une maladie représente une intensité d'énergie. Si vous êtes en intensité d'énergie supérieure à cette maladie, vous ne pouvez pas l'attraper. Donc il y a des lieux dans la nature qui sont des lieux de recharge, d'accord, qui permettent à l'individu de se charger de l'énergie de la mère primordiale pour faire en sorte qu'il ne tombait pas malade. C'est pour ça qu'avant, à l'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas de pharmacie ici. D'accord ? C'est quand on a commencé à donner aux gens des trucs en produits chimiques, du faux yaourt, du faux truc, que les organismes ont commencé à faiblir en intensité et les gens se sont retrouvés à machin. Mais je vais vous dire une chose, bilharziose, machin, on en a eu quand même des maladies. Je veux dire qu'on a soigné avec des plantes, on allait boire de l'eau dans la rivière ne rendait pas les gens malades et ça permettait même de faire travailler les anticorps. Là, on a affaibli les anticorps parce que on peut plus boire l'eau de la rivière, on peut plus boire l'eau de ci, l'eau de ça. Bon, c'est vrai que dans certaines rivières, il y a des usines qui ont déchargé des produits chimiques, mais il faut savoir que ce contact avec la création permettait d'avoir aussi un système immunitaire relativement fort. Et puis, comme on mangeait des choses saines, il n'y avait pas d'hypertension, il n'y avait pas de diabète, il n'y avait pas toutes ces bêtises-là, ça. Hein, moi, je peux vous dire que... Il y avait des obèses dans les anciens temps. C'est-à-dire que, quand vous regardez les iconographies, il faut regarder les iconographies. Oui, moi, quand je reçois les journalistes, on va au musée. Parce que là, vous avez les traces du passé. Cherchez, voir. Par exemple, il faut savoir que, je vais vous dire une chose, la taille du blé dans l'Antiquité, dépassait la tête d'un homme de 10 cm. Comment ça se fait que le blé arrive à votre genou aujourd'hui ? C'est parce que ce n'est plus le blé d'autrefois, ce n'est plus l'énergie du blé d'autrefois. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc du coup, on voit véritablement que la violence va arriver comme un marqueur de l'histoire au 2e millénaire. Eh ben, la chose c'est que Science et Vie a consacré quand même un dossier sur l'intrusion
des Yamnaya dans le territoire africain, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, mais l'Europe c'est une femme africaine, ou Pélagia, qui était le nom du continent de l'aveu des Grecs, donc ancien. Si on peut voir le document donc, de Sciences et Vie, qui va tout simplement corroborer tout ce qu'on a dit depuis le début. On y va. C'est l'heure de retrouver les journalistes de Sciences et Vie, le magazine. Thomas Cavalier-Foll, bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai lu trop vite votre article. Je descendrai des Mayas. Non, des Yamnaya. Les Yamnaya. Tout à fait. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Comment, pourquoi, quand? Alors, les Yamnaya, en fait, c'est un peuple qui habitait les steppes au-dessus de la mer Noire, en actuelle Ukraine et Russie, qui était nomade il y a un peu plus de 5000 ans. Yamna, c'est un adjectif qui est lié aux tombes en fosse, en fait. Vous savez, dans la steppe herbeuse, oui, on voit des tumulus, effectivement, oui. Et ça se dit Yamna en russe. Oui. Voilà. Et c'était des peuples nomades, et tout d'un coup, ils ont quitté leur territoire, et ils ont débarqué en Europe. Dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe. Ils ont mis 500 ans pour traverser l'Europe, du coup, d'est en ouest. Bon, ils ont laissé des traces écrites? Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement, ils ne connaissaient pas l'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, juste 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Et donc, on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée. C'est-à-dire que les Yamnaya, il y avait, selon une étude, 14 hommes qui ont migré pour une seule femme. Donc, c'était probablement... On ne sait pas s'il y avait eu des massacres, mais en tout cas, ils se sont arrogé le droit à la reproduction. On a retrouvé des tombes? On a retrouvé, justement à cette époque-là, la culture en Europe, elle change complètement. Elle change complètement, alors qu'il y avait des fosses communes. On retrouve de plus en plus de tombes individuelles à la mode un peu Yamnaya. Comment est-ce qu'on a appris tout ça? Comment est-ce qu'on a découvert tout ça? Alors ça, c'est bien sûr l'étude du génome qui nous l'a expliqué. Les Yamnaya. Comment est-ce qu'on expliquait avant ces 35% de mes gènes? On l'expliquait pas. En fait, on ne savait pas à quoi les rattacher, donc on ne pouvait pas savoir d'où ils venaient. Nous avons, nous Européens, des ancêtres Yamnaya. Tous. N'oubliez jamais, Thomas, que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Je ne dirai pas mieux. À bientôt. C'est quand même assez paradoxal que des personnes qui ne sachent pas, enfin qui ne connaissent pas leur origine, aient essayé de définir les origines de la planète entière. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez compris le complexe occidental, en fait, qui, comme Nietzsche disait, cette volonté de puissance dans l'impuissance, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que vous comprenez, en fait, à quelle problématique l'historien occidental se retrouve confronté quand il doit raconter son histoire. C'est pour ça qu'il ment. C'est pour ça qu'il raconte des fables. Il se retrouve aussi avec Zavata, il raconte n'importe quoi. Mais la chose, c'est qu'il y a quand même des peuples nordiques, il y a aussi des universités américaines, il y a certaines études qui remontent à 2000, nous sommes en 2021, ça fait 21 ans qu'on n'a jamais parlé d'un fait, c'est que beaucoup de peuples européens ont la drépanocytose et d'autres problèmes de cet ordre-là. Qui est techniquement réservé aux populations. C'est-à-dire que on raconte du faux et de l'usage de faux, alors que les Européens ont aussi, notamment toute la partie sud de la Méditerranée, les Européens sont sujets à la drépano. Parce que c'était des populations africaines qui vivaient là. Et comme vous avez vu, ils ont massacré les hommes. Donc, vous voyez que la relation entre le masculin noir africain, le masculin caucasien, c'est une relation qui a quand même des antériorités conflictuelles qui ne viennent pas du côté africain, mais qui viennent de quelqu'un qui est en stratégie de conquête à tous les niveaux.
Conquête intellectuelle, conquête culturelle, conquête spirituelle. Il faut prier son Dieu, il faut manger ses pâtes alimentaires, il faut avoir son même virus. Toi, t'as pas le droit d'avoir tes anticorps. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans du grand n'importe quoi, parce que c'est un délire qui a commencé. Vous voyez, il faut se dire les choses clairement. C'est un immense délire qui a commencé en 2000, que les souverains de l'Égypte, je pense à Ramsès III et Sheshonq et les autres, ont essayé de maîtriser, surtout Ramsès III d'ailleurs, qui les a brisés quand ils ont commencé à envahir le Proche-Orient. Mais la chose, c'est que ils arrivaient par vagues. Ils arrivaient par vagues, y compris ceux qui étaient au lac Baïkal, parce que il faut savoir que tout peuple a une souche, c'est-à-dire quand on fait l'histoire des Chinois, on connaît la souche. Mais l'Européen, il parle pas de ses souches. Et là, c'est la première fois que vous voyez que vous avez le nord de la mer Noire. Mais ces gens venaient du lac Baïkal. Et c'est à cause de la glaciation qu'ils ont fui le lac Baïkal et qu'ils ont commencé à dévaster toutes les civilisations de l'Orient et se retrouver finalement en Europe parce que, à l'époque, c'était des civilisations africaines qui vivaient là. Maintenant, quel est l'enjeu de tout cela, parce qu'on partage quand même la même planète. Il faut ramener cette civilisation à la raison. Je pense qu'il faut être ferme sur un certain nombre de positions, arrêter, je dirais, de faire l'enjeu de la politique du ventre, voyez, d'avoir une espèce d'assurance. Parce que on aura l'occasion de voir que même la problématique de la santé vient de l'Afrique. Et vous avez jusqu'à aujourd'hui des chercheurs qui vous disent que c'est dans les papyrus de médecine de l'Égypte antique que les plus grands progrès de la médecine occidentale ont été faits. C'est-à-dire que quand on a pu déchiffrer ce qui était écrit, voir les médicaments, les choses comme ça, c'est de là qu'il y a eu ce bond en avant. Mais tout ça, c'est caché. Quand on parle du sermon d'Hippocrate et compagnie par Esculape et Panacée, mais Esculape, c'est le nom, je dirais, occidental du maître de la médecine africaine qui était Imhotep. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est pour ça qu'il y a sa statue à l'entrée de la faculté de médecine à Paris. Donc il faut véritablement, vous voyez, c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop a dit une chose que je trouve relativement importante. Il faut que, un moment, que l'expertise mette un terme à l'escroquerie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une batterie de documents, une batterie de preuves qui permettent de mettre un terme à l'escroquerie. Vous voyez, à venir raconter aux gens que Jésus serait arrivé et aurait raconté des choses qui étaient déjà écrites sur les monuments de l'Égypte, dans les papyrus, et finalement donner à Pharaon une mauvaise image en racontant des sornettes, en disant que tel pharaon, Ramsès II, a été enseveli par les flots, alors que sa momie est au musée du Caire. Donc des histoires à dormir debout, simplement pour affirmer la domination, je dirais, d'une partie de l'humanité sur le reste de l'humanité. Et aujourd'hui, on se sert de moyens quand même assez extraordinaires, puisqu'on a accès à de la recherche, on crée des laboratoires P4, qui sont des laboratoires où on invente des virus, n'est-ce pas ? Mais c'est pas des choses qu'on découvre, ce sont des choses qui existent, puisque avant, c'est vrai que c'était surtout les Américains dans le Maryland qui avaient leur laboratoire P4. Maintenant, on découvre un certain nombre de choses, on voit qu'on s'amuse avec les Ebola, avec toutes ces choses-là, vous voyez, et on demande finalement au peuple du Sud d'être spectateurs de ce qui se passe chez eux. Or, il faut avoir une expertise, c'est-à-dire que c'est pas simplement la voix d'Henri Joseph. Il faut avoir beaucoup de voix. Il faut avoir un certain nombre de voix et tout simplement participer à la recherche mondiale. C'est-à-dire ne pas croire que parce qu'il y a des ordinateurs en Occident, que les Occidentaux vont accéder à la solution avant les autres. Non, on voit bien. On a l'habitude de balayer d'un revers de main finalement les découvertes. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent en jeu, milliards, c'est clair. Et comme il y a de l'argent en jeu, donc on fait le jeu de jambes pour pouvoir faire en sorte que l'argent rentre dans la poche de ceux qui veulent avoir l'argent et qui ont les moyens militaires pour défendre leur poche. Bon, on a vu quand il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud, les Sud-Africains noirs avaient ce qu'on appelle la vuvuzela, qui était un truc admirable, c'est-à-dire que une espèce de trompette qui fait un son extraordinaire dans les stades. Tout le monde a célébré cette vuvuzela durant les matchs qui se déroulaient en Afrique du Sud. Les Européens qui ont été en Afrique du Sud ont acheté des vuvuzelas.
Et quand ils sont arrivés dans leur club respectif, dans les stades, pour supporter leur équipe, ils faisaient leur chant en vuvuzela. Et qu'est-ce qu'on décide, y compris la FIFA, c'est de dire que ce n'est pas conforme aux valeurs culturelles de la civilisation européenne. Voilà pourquoi il faut supprimer la vuvuzela. Mais écoutez, lorsque vous êtes en train d'implanter le football, on dit que ça vient de l'Angleterre, non ? Partout à travers le monde, même au fin fond de la forêt amazonienne, vous descendez avec un ballon pour faire en sorte que les Amérindiens puissent jouer au football. Tu es en train quand même d'introduire dans la culture de quelqu'un d'autre quelque chose qui n'a rien à voir avec sa culture. C'est-à-dire que l'Amérindien, lui, il serait plus proche du basketball, il serait plus proche du tennis, puisque les civilisations du caoutchouc ont fait les balles en caoutchouc. C'est là où il y avait les tournois, que même le tennis, je peux vous montrer des raquettes de tennis et compagnie, qui datent de cette époque si ancienne, que les premiers explorateurs ont dessiné. Donc il y a quand même des marqueurs qui permettent de voir que les sports collectifs viennent de ces régions-là. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une espèce d'avancée du mensonge qui se sert des grands moyens médiatiques pour finalement berner la jeunesse. Il faut que la jeunesse sache que sur vraiment ce que l'Europe raconte dans tous les domaines, à mon humble avis, il y a 99,99% de ce qui est dit qui est faux. A priori. C'est-à-dire que peu importe le domaine. Vous voyez, vous abordez la science, vous abordez les mathématiques, c'est impressionnant. C'est-à-dire c'est au-delà du réel. C'est parce que les gens n'ont pas les documents, les gens n'achètent pas les fouilles archéologiques, et puis il y a des fouilles qui sont réalisées aussi par d'autres chercheurs. Bon, c'est vrai que c'est embêtant, il y a un problème de langue comme on a vu pour l'Allemagne, mais on a la possibilité de traduire le texte et d'accéder, je dirais, tout simplement à la compréhension de ce que le chercheur a dit et de participer aussi par Zoom à des conférences internationales sur des restitutions de fouilles archéologiques. Il faut avoir ce souci, non pas, je dirais, dans une attitude guerrière, parce que ça n'a jamais été notre rôle, mais tout simplement, il faut remettre la balle au centre et pouvoir être véritablement celui qui contribue à pacifier l'humanité. Voilà, c'est ça qui est d'important. Merci beaucoup en tout cas, professeur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi il y a un dicton européen qui m'a toujours marqué, c'est on n'a rien inventé, tout était déjà là. Donc je pense qu'on devrait comprendre ce que ça veut dire et le prendre vraiment au pied de la lettre. En tout cas, merci professeur pour ce nouveau jeudi anthropologie. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et on aura peut-être une surprise justement avec le retour de Monsieur Bougré. On va recommencer à parler de géothermie et de projets structurants pour l'archipel guadeloupéen. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous aviez appris beaucoup de choses encore une fois sur notre civilisation qui est à la base quand même de tout, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Et je dirais un petit coucou effectivement au docteur Henri Joseph qui s'est fait pas mal taper sur les doigts. On n'a pas beaucoup apprécié effectivement le coup de pression qu'on lui a mis alors qu'il effectue un travail remarquable et que lui au moins essaie de valoriser notre savoir ancestral et ce que l'on produit ici en Guadeloupe. Une bonne soirée à vous.